Ben oui, les femmes thaïlandaises aiment le diamant, aiment se faire plaisir. Je suis tombé amoureux de ce pays qui était la Thaïlande. J'ai même pensé à un certain moment à y retourner. Mais moi, personnellement, j'aimerais pas dire que la Thaïlande est un pays pauvre. Il n'y a pas de pauvreté ici, puisque tout le monde a à manger. Quand un Thaïlandais n'aime pas quelque chose, il ne va pas me dire non, il ne va pas me répondre. C'est tellement fabuleux d'offrir un diamant à sa bien-aimée. C'est parce qu'au fait, on porte quelque chose alors au doigt, qui est offert avec beaucoup d'amour, mais qui a 3 milliards d'années, 3 milliards d'années d'âge. La beauté d'un pays, c'est fait par les gens qu'on y rencontre. Je suis déjà depuis plus de 20 ans dans le diamant. L'Afrique est un continent où il y a beaucoup de diamants, la Sibérie, il y a beaucoup de diamants, le Canada, il y a du diamant, et en Australie, il y a du diamant. La Thaïlande n'a pas culture de la taillerie du diamant. Mais aussi même raciste. C'est la première fois dans ma vie où j'ai vraiment ressenti en Chine ce que c'était le racisme, quelque chose que j'avais jamais ressenti sur ma personne. On a été à Hong Kong, on a un bureau à New York, on a un bureau en Inde, on a un bureau à Dubaï. Si on a la chance de pouvoir faire du business des affaires en Thaïlande, eh bien c'est le bonheur total. Mais ils détestent perdre à la face. Donc là, il faut toujours faire attention de les laisser dans leur dignité, de beaucoup les complimenter. J'ai fait un bras d'honneur pour vraiment dire, écoutez, qu'est-ce que je suis content de quitter la Chine. Sabri Thai, en direct de Thaïlande, je suis à Bangkok et aujourd'hui nous allons aborder un sujet très important en Thaïlande, le sujet du diamant et des pierres précieuses. Et aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis avec Serge. Bonjour Serge. Bonjour Sabri. Serge, ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? Maintenant je suis arrivé lundi, donc en préparation d'un grand événement qui a eu lieu cette semaine, plus particulièrement hier soir, samedi soir, dans l'hôtel Athénie, où il y a un de mes clients, Jubilee Diamonds, qui a 120 magasins, 120 bijouteries au travers de la Thaïlande. C'est une société qui est cotée en bourse, qui a donc célébré son 93e anniversaire hier. Je représente aussi comme ambassadeur la ville d'Anvers pour faire la promotion de la ville d'Anvers au travers du monde pour le diamant. Et bien, ils m'ont invité hier pour une présentation. Donc la Thaïlande est un pays important pour les diamants, les pierres précieuses? Oui, évidemment. Tout d'abord les pierres précieuses en Thaïlande, parce qu'on n'est pas loin de pays qui ont des très belles mines de pierres précieuses, et je pense au Myanmar, à l'ancienne Birmanie. Et le diamant est aussi quelque chose qui intéresse énormément la population thaïlandaise, beaucoup plus qu'en Europe. Et on voit vraiment encore, on a pu s'en rendre compte hier, des volumes qui ont été vendus. Ben oui, les femmes thaïlandaises aiment le diamant, aiment se faire plaisir. Et voilà, il y a donc eu des très grosses ventes hier. La classe sociale supérieure, évidemment, l'aristocratie thaïlandaise. Tout à fait. Et là, pour moi aussi, c'est beau à découvrir parce qu'on a aussi une certaine aristocratie en Belgique, mais qui vit plus d'une manière vivons bien, vivons cachés, tandis qu'ici, vraiment, le Thaïlandais, c'est vraiment quelqu'un dont on voit immédiatement son profil qu'il a de l'argent, qui fait partie de la jet set. Et oui, il le montre au travers de diamants, de bijoux, au niveau vestimentaire. Donc voilà. Quelle a été ta première approche avec la Thaïlande? Ah ben voilà, ça c'est une grande coïncidence dans ma vie, parce qu'au fait la Thaïlande c'est le tout premier pays que j'ai visité en dehors de l'Europe dans ma vie. Au fait je terminais mon service militaire en 1986, et puis alors je m'étais offert à moi-même, après ces 12 mois de lourd travail dans l'armée belge, au fait j'étais dans la marine belge, je m'étais offert avec un groupe hollandais, un groupe un peu qui voyage d'une manière aventureuse, un voyage en Thaïlande. Donc alors voilà, je me suis rendu en Thaïlande, c'était un voyage de 4 semaines et je me rappelle chaque détail parce qu'au fait je suis tombé amoureux avec ce pays. Et pourquoi? Parce que c'est la première fois que je découvrais des cultures tellement différentes de la culture dans laquelle j'avais grandi en Belgique évidemment. Et je me rappelle qu'on a fait un beau voyage, on a visité Bangkok, je me rappelle même que bon, on était un groupe avec, j'étais le seul belge avec 13 Hollandais, tous des gens sérieux, mais partie du programme du voyage aventurier, c'était une première soirée à Patpong, donc voilà que j'ai découvert également aussi ce qui n'existe pas en Belgique du côté du divertissement à Patpong. Et puis c'est devenu beaucoup plus culturel. On a été visité à Uttaya, on a été à Sukhothai, on a été à Phitsanulok, on a été à Chiang Mai, Chiang Rai, Mae Hong Son, pour aller après à Kanchanaburi et pour terminer à Koh Samui, où à l'époque il fallait prendre le bateau à Suratani et où il n'y avait pas d'aéroport, pas d'exploitation touristique. Donc vraiment, je suis rentré en Belgique, je suis tombé amoureux de ce pays qui était la Thaïlande. J'ai même pensé à un certain moment à y retourner. Tombé amoureux, pourquoi? Parce que la beauté du pays, pour commencer, et surtout les gens qui y habitent.
Parce qu'ils sont tellement gentils, ils sont tellement agréables, ils sont tellement souriants. Et donc en fait, je commencerai à dire la beauté du pays, la culture du pays, l'historique du pays. Plus important encore les gens, parce que au fait c'est ça avec qui on passe notre temps, c'est avec des gens. Et puis aussi évidemment la gastronomie. On mange tellement bien en Thaïlande. Pour nous, on sait bien vivre pour peu d'argent, donc c'est aussi quelque chose qui est toujours très, très agréable. Et puis voilà, donc j'ai toujours eu une très 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 chaleureuse pensée pour la Thaïlande. Et puis là, je parle de 1986, et puis beaucoup plus tard, on est en 2013, 2012, et bien voilà que ma profession, qui m'avait amené alors dans Diamant, parce que à ce moment-là, j'étais le directeur général d'un laboratoire gémologique à Anvers, et puis alors, ben voilà que j'ai rencontré à une foire commerciale de diamants à Hong Kong, j'ai rencontré donc une dame qui s'appelait Kun Unyarat Pornprakit, et qui était donc la CEO, propriétaire donc de cette fabuleuse belle chaîne de magasins ici en Thaïlande, qui fait 120 magasins, qui est leader dans le marché, qui est coté en bourse. Et puis ben voilà, on a eu directement une fois de plus, contrairement à quelqu'un de Singapour, de Malaisie, de Chine, un contact tellement chaleureux, au niveau professionnel, je précise bien. Et voilà, et ce contact très chaleureux a directement suivi que ces gens m'ont invité à Bangkok. Et puis invité, ça voulait dire d'une manière totalement différente que quelqu'un à Singapour, à Kuala Lumpur. C'était directement très amical, c'était une invitation chez eux à la maison, c'était au restaurant ensemble tous les soirs. Donc voilà, au fait, ce sont devenus des amis. Ensuite, moi, je les ai invités à Anvers. Je leur ai fait visiter Anvers, Bruges, Amsterdam, Paris. Là aussi, ils ont adoré parce qu'ils ont énormément apprécié là aussi tout ce que j'ai fait pour eux en retour, ce qui est seulement normal. Et voilà, et une fois de plus, je crois que on en revient au fait que si on a la chance de pouvoir faire du business, des affaires en Thaïlande, eh bien c'est le bonheur total parce que ces Thaïlandais sont chaleureux, sont gentils. Évidemment, il faut également aussi les lire et parfois comprendre. Ils ne savent pas dire non, évidemment. Mais bon, quand ils ne veulent pas quelque chose, ils ne vont pas le faire, mais sans dire non. Donc ça, il faut s'habituer un peu. Mais ils ont du mal à dire non. Oui, ils ont du mal. C'est aussi partie de leur culture, je crois, de leur politesse. Ils ne veulent pas offenser quelqu'un. Mais voilà, donc pour moi, c'était un énorme bonheur entre 86 et 2012 de me retrouver en Thaïlande et d'avoir l'opportunité maintenant de souvent y revenir par le fait en tous les cas que j'ai développé pas mal de business avec ce client qui est Jubilee Diamond. Tu as toujours été en contact de la classe sociale supérieure en Thaïlande? Oui, en général, je dois avouer. Évidemment, je suis aussi en contact avec les gens qui travaillent dans les magasins de Jubilee, mais évidemment, eux, ils ne parlent pas anglais, donc le contact est plus difficile, mais c'est vrai. Donc, prochain souhait, et j'aimerais peut-être adresser cette question à toi. Toi, tu habites ici depuis quelques années. Fais-moi découvrir un peu peut-être ce qui est l'autre Thaïlande. Et j'en suis persuadé. J'ai ressenti ça un peu aussi quand j'ai voyagé en 86, où j'ai vraiment appris à connaître la population locale, donc les gens des classes sociales plus basses. Et là aussi, j'ai... Ils sont différents de la classe sociale supérieure. Est-ce que tu vois beaucoup de différences sur le plan culturel? Non. Pas tellement à vrai dire. Je veux dire, je reconnais qu'une chose, et comme on dit, la similarité dans tout, c'est que ces gens sont tellement chaleureux et ils m'ont l'air heureux. Ils ont le sourire et c'est beau. Ils ont l'air heureux, ils ont l'air d'avoir très peu de soucis. Ils ont un toit au-dessus de leur tête, ils ont à manger comme j'ai déjà prononcé. Donc je pense qu'ils ont le même souci que tout le monde. Ouais. Peut-être qu'ils ont l'air d'avoir... Voilà. Ils les cachent bien alors en tous les cas. Oui. Mais en tous les cas, ça fait plaisir de passer du temps avec les Thaïlandais parce que c'est de l'énergie positive. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je suis venu donc la première fois en 1986 comme vrai touriste. Et puis maintenant, depuis 2012, je viens en Thaïlande à peu près 4 fois par an. Donc chaque fois maintenant pour raison professionnelle. Il est vrai qu'une fois, parce que bon, quand on est ici évidemment, il y a le voyage, il y a les frais de voyage et on essaye vraiment d'exploiter son temps au maximum au niveau des affaires pour, oui évidemment, augmenter le business. Et c'est pas en allant flâner dans les rues et en jouant aux touristes que je vais pouvoir évidemment créer du business. Donc c'est en étant avec des gens au restaurant, en les invitant au petit déjeuner et voilà. Donc je me paye toujours moi-même très peu de temps, sauf exception en 2019, je me suis rendu à Toscana Valley. Et là, carrément, c'est quelqu'un qui m'avait conseillé que c'était un chouette endroit, un chouette hôtel avec un peu une imitation de bâtiments de la Toscane, une petite partie de l'Italie. Et puis voilà, j'ai été tout seul là-bas, j'ai pris un bus
Le bus en 2 heures de temps m'a apporté jusque là-bas et j'ai passé 3 superbes journées où j'ai de nouveau rencontré une fois de plus des gens agréables avec qui j'ai passé des bons moments. Petite parenthèse, si la Thaïlande ou l'Asie de façon générale vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Je vous mets les liens en description. Les Thaïlandais de la haute classe. En général, ils ont étudié à l'étranger, ils sont très au courant des codes sociaux occidentaux. Moins qu'en Chine. Et là, je crois que c'est juste un peu trop tôt pour pouvoir répondre affirmativement à cette question. Je connais des Thaïlandais des autres classes qui ont passé des moments aux États-Unis pour certaines études, mais encore hier, j'étais à table avec des gens de la haute aristocratie, et là, bon, il y avait une jeune fille qui parlait couramment le français, donc on lui demandait pourquoi. Mais elle avait été envoyée en Belgique pour apprendre le français pendant 1 année, parce qu'elle avait l'ambition d'apprendre le français. Mais à part ça, non, je crois qu'il y a des bonnes universités en Thaïlande, encore toujours, et que vraiment le pas d'aller à l'étranger pour aller donc passer quelques années pour y étudier, qu'on y vient petit à petit. En quoi les Thaïlandais sont gentils? Oui, enfin gentil. J'aimerais aller plus en profondeur un peu, parce que bon, gentil, c'est assez superficiel. En tous les cas, l'impression qu'il donne est très aimable. Mais derrière ça, naturellement, bon, je ne suis pas naïf, se cache aussi une certaine personnalité de ces gens. Et le Thaïlandais, par exemple, la première chose que j'ai dû apprendre ici, c'est évidemment ne pas serrer la main, pas les embrasser, mais avec beaucoup de respect, en tous les cas les saluer, et comprendre aussi un peu l'hiérarchie entre personnes. Donc au début, quand j'étais en Thaïlande, par exemple, je me baissais pour une secrétaire, on m'a appris de ne pas faire ça. C'est elle qui va mettre ses mains un peu plus hautes, et moi je peux les mettre au niveau de mon torse. Donc des habitudes comme ça qui sont très importantes. Et aussi quelque chose de très difficile, c'est, et je suis encore confronté avec ça maintenant aujourd'hui tous les jours, quand je fais des propositions ou que je pose des questions à des Thaïlandais et qu'ils n'ont pas envie d'y répondre, ils ne répondent pas. Donc à la place simplement, comme nous on aurait l'habitude de dire ok, c'est non, on n'a pas envie, ça ne nous convient pas, c'est pas le bon moment, eux ne répondent pas et ils changent de sujet. Et alors c'est embêtant au début de comprendre évidemment, parce que quand on est ambitieux et qu'on veut réaliser des choses et qu'on croit qu'on a une bonne idée, on insiste. Mais ça aussi j'ai appris qu'il ne faut pas faire, peut-être insister une fois, mais après s'il n'y a pas de réponse, ça veut dire que c'est un non pour un Thaïlandais. Et ce que je pourrais aussi dire sur les Thaïlandais, c'est que, mais pareil avec les Chinois, hein, c'est un peu une coutume ici de la culture en Asie, c'est qu'ils détestent perdre la face. Donc là, il faut toujours être très prudent, et je crois qu'on peut être toujours très prudent et pas prendre des risques en étant très respectueux. Et ça, je crois de nature, je le suis, donc j'ai pas trop de problème à être confronté à des situations comme ça. Mais ils détestent perdre la face. Donc là, il faut toujours faire attention de les laisser dans leur dignité, de beaucoup les complimenter et voilà, de leur faire montrer aussi mon grand respect que j'ai envers eux. Tu cites beaucoup les Chinois, tu as beaucoup voyagé en Chine? Oui, oui, évidemment aussi. Au fait, quand je racontais que comme jeune touriste, je me suis rendu en 86 en Thaïlande, en 92, je me suis rendu en Chine. Et là, la différence entre ce voyage en Thaïlande et ce voyage en Chine ne pouvait pas être plus grande. Toute autre culture, des gens durs, qui ne connaissent même pas le sourire, le bonheur, très gris comme pays, des gens soumis. Mais aussi même raciste. C'est la première fois dans ma vie où j'ai vraiment ressenti en Chine ce que c'était le racisme, quelque chose que j'avais jamais ressenti sur ma personne en étant en Europe, bien évidemment. C'est-à-dire un exemple? Un exemple, par exemple, c'est que pas vouloir nous aider, partout être défavorisé dans le fait où il fallait payer 5 fois plus que les Chinois. Dès qu'on était un étranger, eh bien, on devait payer déjà dans une autre monnaie qui était le FEC à l'époque, qui était le Foreign Exchange Currency. Un autre exemple, c'est par exemple si je voulais avoir un ticket de train, que parfois je devais mettre 4 heures pour obtenir un ticket de train, personne ne voulait m'aider, aucune gentillesse envers le tourisme. Ça m'est arrivé aussi devant un guichet pour un ticket de train que j'attendais déjà depuis 3 quarts d'heure, et au moment où c'était à mon tour que la dame a carrément fermé son petit volet devant mon nez, parce que probablement c'était la pause ou peu importe. Donc vraiment, je me rappelle que quand après 3 semaines de voyage, j'ai quitté la Chine, et j'ai quitté la Chine via Canton pour me rendre en bateau à Hong Kong, c'est pas très poli, mais quand le bateau a quitté le quai, j'ai fait un bras d'honneur pour vraiment dire, écoutez, qu'est-ce que je suis content de quitter la Chine. Bon, évidemment, je parle ici de 92, maintenant j'y suis retourné aussi pour le boulot maintes fois. J'ai ouvert un bureau à Shanghai que j'ai refermé maintenant à cause du Covid, parce que depuis 2019, début 2020, j'ai même plus su voyager en Chine, mais tout a changé en Chine. Mais au niveau culturel, à tout point de vue, le Thaïlandais vit d'une toute autre manière, d'une manière, en tous les cas, beaucoup plus heureuse et beaucoup plus libéralisée. Est-ce qu'il est plus facile de travailler avec des Thaïlandais ou des Chinois?
Ah ben là, la réponse est assez simple. Je veux dire, c'est avec les Thaïlandais que c'est beaucoup plus facile à travailler parce que, bon, d'abord, il y a la barrière de la langue. En Chine, les patrons de société ne parlent pas anglais, ils parlent que chinois. C'est que la nouvelle génération, les jeunes de parents aisés, évidemment, qui se rendent à l'étranger et qui parlent parfaitement anglais. Donc, c'est déjà évidemment un grand handicap pour pouvoir construire une relation amicale avec quelqu'un qui ne parle pas la langue que vous parlez. Tandis qu'ici en Thaïlande, les gens parlent anglais. En tous les cas, les gens que moi je fréquente, il y a des gens qui travaillent dans le monde des sociétés. Il ne faut pas oublier qu'en Chine, on vit encore toujours dans une dictature. Et les gens aisés, riches, sont suivis de très près par le gouvernement, parce que le gouvernement, avec Xi Jinping, commence quand même un peu à s'égrincer les dents sur le fait qu'il y a des gens en une génération, ou même en moins d'une génération, ont fait une telle fortune. Et on sent très bien que ces gens, quand on leur pose une question en Chine, n'osent pas répondre ce qu'ils aimeraient répondre. Donc ils n'ont pas un avis personnel, peut-être qu'ils l'ont, mais en tous les cas ils ne le partagent pas. Et ils ont toujours peur, même des grands patrons de société, que tous les messages qu'ils envoient, tous les téléphones, que c'est suivi par le gouvernement. Donc à partir de ce moment-là, bon, on est naturellement dans une relation assez tendue où on ne parvient pas à passer au travers du souhait de vraiment apprendre à connaître quelqu'un, puisque c'est toujours quelqu'un qui est contrôlé par le gouvernement. Alors qu'ici en Thaïlande, je n'ai pas du tout cette impression. Évidemment, il y a un tabou en Thaïlande, ne jamais parler de la famille royale. Ça c'est le grand tabou, et même en Thaïlande, bon, c'est une loi qu'on ne peut pas raconter un mot de mal sur la famille royale, et c'est aussi un sujet que j'évite à tout prix quand je suis avec les Thaïlandais. La famille royale et tout ce qui sont les éventuelles tensions au niveau politique. Beaucoup de Thaïlandais sont d'origine chinoise, parce qu'on a beaucoup de Sino-Thaï ici. Bien sûr, et en plus les gens avec qui je travaille, donc les propriétaires de Jubilee Diamond, sont des gens d'origine chinoise, mais déjà depuis la 3e génération ici en Thaïlande. Donc au fait, dans la culture, dans leur savoir-faire, je retrouve très peu encore de ce que j'éprouve et ce que je constate en Chine. On entend généralement de la Thaïlande, d'après les clichés, c'est que c'est un pays pauvre, qu'ils n'ont pas les moyens. Là, tu dis qu'il y a une aristocratie présente. Oui, et pas que présente, mais aussi fort croissante. Mais moi, personnellement, je n'aimerais pas dire que la Thaïlande est un pays pauvre, parce que, au contraire d'autres pays, il n'y a pas de pauvreté ici, puisque tout le monde a à manger. Et ce qu'on m'a souvent dit aussi, parce que j'ai posé beaucoup de questions avec la crise du Covid, parce que depuis la pandémie, j'étais plus venu en Thaïlande. J'ai quitté la Thaïlande, je crois, le 20 décembre 2019, et puis j'ai su que revenir aujourd'hui. Donc j'ai posé beaucoup de questions cette semaine, à savoir comment les gens s'en étaient sortis, qu'il y a eu énormément de faillites évidemment, qu'il n'y a plus d'emploi. Et ils m'ont dit, mais non, il n'y a personne qui est dans la pauvreté, parce que chaque Thaïlandais a une ferme, on m'a dit. Ce sont des Thaïlandais qui me l'ont dit. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils quittent Bangkok, et puis ils rentrent chez eux, chez les parents, ils ont une ferme, ils ont des rizières, ils ont du travail et ils ont à manger. Donc au fait, il n'y a pas de pauvreté. Mais ce qu'il y a bien, c'est qu'en Thaïlande, je crois qu'on rentre dans une nouvelle phase où avant, la population a fait que travailler pour gagner de l'argent. Et je parle surtout des gens qui ont eu les capacités et les possibilités de gagner de l'argent. Et maintenant, on arrive à la 2e, 3e génération qui commence à dépenser cet argent. Donc on voit en Thaïlande une énorme évolution au niveau donc de dépenses, aussi bien en bijouterie, au niveau de grandes marques vestimentaires, mais aussi au niveau d'achat de yachts, bateaux, appartements. Maintenant à Sukhumvit, on construit des appartements qu'on vend à 2 millions, 2,5 millions de dollars. Il y a 10, 20 ans, c'était pas possible. Donc maintenant, de plus en plus, un peu à l'exemple de ce que les Chinois ont fait il y a 15 ans, le Thaïlandais commence à découvrir le plaisir de dépenser son argent et de jouir de ses achats. Est-ce que la classe moyenne aujourd'hui est croissante? Est-ce que la classe moyenne peut se permettre ce genre de biens? Non, bien évidemment, pas les biens à 2 millions de dollars, les appartements, mais si on en revient à la bijouterie, et surtout là, mon client ici, Jubilee Diamond, propose également des bijoux qui sont abordables pour la classe moyenne. Donc ils savent s'acheter des belles petites bagues, il y a des facilités de paiement, donc de plus en plus, surtout Jubilee, s'adresse au travers de petits magasins dans les centres commerciaux vers le public qui visite les centres commerciaux. Tu es belge, tu es de Anvers.
Oui. Et Anvers, c'est la capitale mondiale du diamant? Tout à fait. Et D'accord. on est très fiers. Mmh. Et ben oui, ça remonte déjà au XVe siècle. Donc la première preuve vraiment écrite qu'il y a eu que le diamant avait déjà un rôle important dans la ville d'Anvers et surtout au plan de vue économique date de 1447. Où là, dans les caves, dans les sous-sols de l'hôtel de ville d'Anvers, ils ont trouvé un écrit où là déjà il y avait une association diamantaire qui obligeait les gens de tout faire avec des bonnes valeurs et des bonnes normes et qui interdisait la falsification dans la vente du diamant. Donc de là aussi la ville d'Anvers depuis le XVe siècle a déjà directement commencé à travailler sur l'importance d'une bonne réputation et de marché de commerce honnête. C'est-à-dire la falsification, qu'est-ce que Oui. tu entends? Des faux diamants. Donc acheter un diamant, c'est une histoire de confiance. Il faut faire énormément confiance à la personne qui la vend. Pour aussi avoir un peu plus la confiance, évidemment, je conseille toujours d'acheter un diamant à partir de 30 points, c'est un tiers d'un carat, avec un certificat. Donc ça veut dire que le diamant alors a été certifié, a été contrôlé par un gémologue dans un laboratoire indépendant. Mais surtout, bon, il y a pas mal, quand on ne connaît pas les personnes, il y a moyen de magouiller avec le diamant, avec des diamants synthétiques ou avec des faux certificats. Thaïlande est une plaque tournante des pierres précieuses. Oui, absolument. Il y a d'abord ce que je viens de citer, c'est qu'à toute proximité, il y a les grandes mines dans le nord du Myanmar. Et qu'il y a aussi une très belle spécialité ici en Thaïlande au niveau de la taille de la pierre. Donc le Thaïlandais est un homme discipliné, une femme disciplinée qui aime travailler, qui travaille dur. À l'époque, évidemment, à des salaires beaucoup plus bas qu'en Europe. Et c'est pour ça aussi que tout le monde recherchait un peu ces pays ici. Maintenant, les salaires ont augmenté, Dieu soit loué, pour les personnes ici qui peuvent vivre mieux et augmenter leur niveau de vie. Et aussi bien au niveau des pierres précieuses que du diamant, parce qu'il y a des très très bonnes tailleries ici. Donc il y a des belles usines de bijouterie, donc ils ont une énorme capacité et aussi le savoir dans les doigts de pouvoir travailler d'une manière très 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 minutieuse, aussi bien au niveau de la taille que de la création de bijoux. Tous les détails du métier, eh ben, les plus grands diamantaires sont des gens où leur papa était diamantaire et puis déjà à un très jeune âge, ils allaient dans la taillerie, ils ont appris à tailler la pierre, ils ont appris à trier les pierres et petit à petit comme ça ils ont gravé les échelons. Et ça c'est ce qu'on appelle vraiment le vrai diamantaire qui connaît la pierre au niveau technique. Moi je suis plutôt un homme de vente et de marketing, je crée des concepts. On peut en parler tout de suite. On a créé un super beau concept ici en Thaïlande avec une pierre spéciale. Mais je dois m'entourer de personnes qui sont vraiment spécialistes depuis le plus jeune âge dans le diamant. Évidemment pour tailler une pierre, pour dessiner une pierre et surtout dans les niveaux beaucoup plus techniques où quand on taille bien une pierre, on a énormément de lumière qui en ressort. Parce que ça c'est tout l'art de la taille. C'est donc de tailler de telle façon que les angles et les proportions de chaque facette d'une pierre soient tellement bien taillées que la lumière qui rentre au travers de la table, la pierre, ressortent par la même table, mais du bas vers le haut, à 100%, sans qu'il y ait de la lumière qui se perde par les côtés de la pierre, par le pavillon, ce qu'on appelle. Donc ça, c'est vraiment le travail de grands spécialistes. Et ces spécialistes-là, ils se trouvent en Anvers. Et comme le travail est fort cher et onéreux en Anvers, qu'est-ce qu'on a fait en Anvers? C'est qu'on a ouvert des usines à Bangkok, beaucoup d'usines à Bangkok ici, et ce sont des Belges qui ont déménagé en Belgique pour apprendre aux Thaïlandais à tailler les pierres de la façon comme on a l'habitude de les tailler en verse. Pourquoi c'est la Belgique qui a le monopole mondial du diamant? Tout ça à voir avec l'historique. Donc comme je viens de dire, donc 15e siècle, tout a commencé en Verse. 16e siècle, c'était vraiment ce qu'on appelle le siècle doré, avec énormément de commerce en Europe, avec la Flandre, avec Bruges. Et là, le diamant s'est développé donc très vite à cause de cette réputation d'Anvers, qui était vraiment l'endroit où tous les futurs tailleurs qui voulaient apprendre le métier s'y rendaient pour apprendre le métier. En plus de ça aussi, qui devaient également aussi signer un décret où ils promettaient de suivre tout l'art de faire anversois dans la taillerie. En plus du fait aussi, comme je viens de raconter, qu'on savait qu'Anvers c'était un endroit où il y avait une régulation au niveau éthique. Donc tous ces éléments ont fait qu'Anvers très vite a eu cette réputation dans le monde entier de dire ok, si je veux acheter en toute confiance, c'est à Anvers que je dois me rendre.
Et puis bon, au fil des années, on a eu, comme on dit, bon, un petit couac à la fin du XVIe siècle, XVIIe siècle, parce que alors ce sont les Espagnols qui ont conquéri nos pays. Et puis là, il y a eu une guerre religieuse entre les calvinistes et les catholiques. Et dans la ville d'Anvers, on avait à l'époque 100 000 habitants. Il y a 50 000 habitants, donc la moitié de la population qui a dû fuir à cause donc de cette guerre des religions. Et ils ont tous fui vers Amsterdam. Et c'est à Amsterdam, au fait, il y a eu une transition du monde diamantaire, de l'industrie diamantaire de Anvers à Amsterdam. Et ça a duré à peu près jusqu'au début du XXe siècle. Et à partir du XXe siècle, je parle du début des années 1900, il y a eu des énormes événements Anvers concernant donc des inventions au niveau du diamant qui ont fait que très très vite Anvers a regagné cette très belle réputation. Ils allaient à Anvers pour acheter en toute confiance. Est-ce que tu sous-entends qu'il y avait beaucoup d'arnaques aussi? Est-ce qu'aujourd'hui aussi il y a beaucoup d'arnaques dans le diamant? Oui, oui. Et même Anvers, parce qu'on y travaille très fort, parce qu'ensemble avec la ville d'Anvers, avec l'échevin du diamant, parce qu'Anvers c'est une ville qui a un échevin du diamant, on crée des labels où on incite les gens à que se rendre aux endroits qui portent ce label. Anvers, il y a pas mal de magasins où, bon, je m'exprime prudemment parce que c'est pas à moi de juger, mais où il faut faire attention. Donc, une fois de plus, le diamant, ça s'achète en confiance, avec des gens de confiance et avec des certificats de laboratoires gémologiques reconnus dans le monde. Est-ce que tu trouves que les Thaïlandais ont le savoir nécessaire dans l'industrie diamantaire? Certainement dans l'industrie de la manufacturation. Il y a des très très bonnes usines ici à Bangkok, tout près de l'ancien aéroport. Donc là, je crois qu'ils ont très bien appris le métier. Au niveau du commerce, du trade, c'est encore toujours comme ça que le Thaïlandais qui veut vendre du diamant au travers de sa joaillerie, pour les achats, ne vient pas ici à Siloam, mais se rend en Anvers pour acheter son diamant, si il veut acheter du diamant de qualité. D'autres bijouteries qui veulent acheter un peu du diamant un peu de moindre qualité, c'est pas pour ça que c'est mauvais, mais en tous les cas c'est du diamant moins cher, parce qu'il a été taillé plus vite ou qu'il y a plus d'automatisation dans la manufacturation, se rend à Mumbai. Mumbai, l'Inde est un pays très important dans le diamant, toujours été. Il y a une population qui s'appelle les Jain, qui vivent au nord de Mumbai, qui depuis des générations déjà sont dans le diamant et qui en ont fait aussi leur spécialité. Et eux aussi se sont rendus à Anvers, parce qu'il y a une énorme communauté d'Indiens qui habitent à Anvers et qui sont actifs dans le diamant. C'est quoi le circuit normal? Je veux dire, l'origine des pierres, la pierre brute, ouais. Elles viennent donc du Myanmar, Afghanistan aussi peut-être? Oui, là on parle de pierres précieuses, mais quand on parle de diamants, il y a des très grandes compagnies minières dans le monde. Il y a Dominion, il y a Alrosa, il y a Rio Tinto, et je termine avec le plus important dans le monde, c'est De Beers. Tout le monde connaît De Beers. Et tous ces gens exploitent des mines, et ils n'en sont pas des mines de sable ou des mines de cuivre. Non, ce sont vraiment des mines dont on ressort du diamant, et c'est fabuleux, parce que pourquoi un diamant est tellement précieux? Pourquoi c'est tellement fabuleux d'offrir un diamant à sa bien-aimée? C'est parce qu'au fait, on porte quelque chose alors au doigt qui est offert avec beaucoup d'amour, mais qui a 3 milliards d'années. Donc il faut se dire que quand on achète un diamant maintenant qui est taillé, il a au fait 3 milliards d'années d'âge. C'est quelque chose qui est tellement fabuleux. Donc quand on me demande un peu ce qu'on appelle le supply chain d'un diamant, c'est qu'on le sort de la mine, et puis on a du diamant qu'on sort de la terre, ou bien on a du diamant ce qu'on appelle fluvial, donc on sort des rivières avec des tamis, en Afrique beaucoup. L'Afrique est un continent où il y a beaucoup de diamants, la Sibérie il y a beaucoup de diamants, le Canada il y a du diamant, et en Australie il y a du diamant. Donc ça c'est un peu les régions où il y a pas mal de mines. Et puis alors le diamant, bon, on le ressort, il est brut, et puis une fois qu'il est brut, il est vendu à des teneurs de vue, ce qu'on appelle, ce sont des gens qui ont des licences pour acheter donc des boîtes de diamants bruts aux compagnies minières. Et puis commence le travail évidemment de l'analyse de la pierre brute et de savoir définir ce qu'on va pouvoir en sortir en diamant taillé. Donc c'est très important, ça évidemment dans la rentabilité d'un achat d'un diamant brut, c'est vraiment d'en sortir le maximum en taillé. Et alors ça c'est vraiment le travail de grands spécialistes. Et puis une fois que bon, tout ça a été dessiné, alors on commence donc au travail de la taille de la pierre. Et une fois que la pierre est taillée, elle est vendue à des commerçants ou elle est vendue à des bijouteries. Est-ce que le diamant est une pierre rare ou est-ce que c'est du marketing?
Non, pas du tout. C'est vraiment une pierre très rare. Je veux dire, il y a un travail énorme en amont qui doit se faire pour trouver du diamant dans le sol, pour l'extraire du sol. Donc non, on peut dire que c'est une pierre rare et qui pourrait devenir de plus en plus rare. Parce que bon, finalement, on se dit très bien qu'il y aura une fin au diamant qui se trouve dans la Terre, puisque ça prend 3 milliards d'années. Donc on peut quand même encore toujours se dire que, bon, un jour peut-être qu'il y aura moins de diamants. Parce que j'ai lu des théories sur ça, comme quoi le diamant n'était pas du tout rare, mais que c'était un monopole d'une famille belge qui jouait un petit peu sur les stocks. Non, je n'oserais pas dire. D'abord, c'est pas une famille belge qui détient les mines. Comme je dis, il y a 3-4 grands groupes miniers dans le monde. Bon, il se pourrait que ces gens, de temps en temps, jouent à retenir des stocks, à créer de la demande. Et quand on crée de la demande, évidemment, il y a une augmentation des prix. Mais également, les prix dans le diamant sont mis par une société indépendante qui s'appelle Rapaport. C'est au fait un homme qui s'appelle Martin Rapaport. Donc, c'est même pas les sociétés, les sociétés minières, évidemment, c'est eux qui décident du prix qu'ils vont vendre le diamant du brut. Mais c'est une autre société indépendante qui décide des prix du taillé. Donc, dire que c'est du marketing ou qu'il y a des manipulations dans le marché pour créer une demande en retenant des stocks, bon, disons que ça se fait peut-être de temps en temps pour certaines raisons, mais d'un point de vue tout à fait scientifique, on sait qu'à tout, il y a une fin. Quel est ton plus grand projet actuellement? Ah bah si, un magnifique projet. Et c'est que donc il y a 3 ans, j'étais au restaurant avec le patron de Jubilee Diamonds et je leur demandais un peu ce qu'ils faisaient, point de vue marketing, comment allaient les affaires. Et puis la dame me racontait qu'elle allait fêter son 90e anniversaire. Et puis au fait comme ça, de fil en aiguille, je lui dis tiens, si tu fêtes ton 90e anniversaire, est-ce que ce ne serait pas une superbe idée que tu te rendes à Anvers, que tu essayes de rencontrer, et je peux peut-être te faciliter la tâche de rencontrer quelques grands tailleurs de pierre, ce qu'on appelle des Master Designers Cutters, afin d'aller créer une pierre exclusive et spéciale pour fêter le 90e anniversaire de ta société. Et au fait, c'est ce qu'on a fait. Puis aussi, j'ai eu le plaisir hier de partager la table avec les patrons de Jubilee, mais également aussi avec Christophe de Borges. Donc Christophe de Borges, c'est un noble, donc il fait partie de l'aristocratie belge déjà depuis 1783. C'est aussi un descendant de la famille du grand peintre flamand Pieter Paul Rubens. C'est quelqu'un qui est déjà depuis la 3e génération dans sa famille dans le monde diamantaire, donc quelqu'un qui connaît vraiment le métier à fond et surtout au niveau technique, qui connaît tout. Ils se sont mis à la table et ils ont commencé à dessiner une pierre. Mais ce que je propose peut-être, parce que là on rentre vraiment dans le côté technique. Est-ce qu'il est possible de le rencontrer? Ah ben voilà. Donc il n'y a pas de miracle, on réalise tout ce que tu demandes, Sabri. Donc voilà, je vais te présenter et t'introduire mon cher ami et collègue Christophe de Borges. Bonjour Christophe. Bonjour Sabri. Comment allez-vous? Très bien, merci. Comment vas-tu? Super, très bien. Oui, on peut se tutoyer, c'est plus facile. Ouais, donc. super, ravi de te voir. Pareillement. Quel est ton rapport avec la Thaïlande? Et mon rapport avec la Thaïlande, bien entendu, c'est grâce aux affaires que j'ai pu découvrir la Thaïlande et surtout les gens qui habitent. Parce que pour moi, ce que je trouve très important, la beauté d'un pays, c'est fait par les gens qu'on y rencontre. Grâce à mon boulot, j'ai beaucoup pu voyager, beaucoup pu rencontrer beaucoup de gens différents, beaucoup de cultures différentes. Et la Thaïlande aussi, c'est vraiment les gens que j'ai rencontrés qui m'ont attaché au pays. Quelle est ton expertise dans le diamant? Serge a dit que tu étais maître tailleur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Maître tailleur, donc ça veut dire que bon, je suis déjà depuis plus de 20 ans dans le diamant. C'est la 3e génération que notre famille est dans le diamant. J'ai eu la chance de pouvoir tout de suite avoir été introduit aux finesses du métier. Et maître tailleur, ça veut dire qu'en fait j'ai développé ou je suis dans la capacité de développer des tailles spéciales comme on a fait pour clients ici à Bangkok, Jubilee Diamonds. On a dessiné une taille unique pour eux en fait. Je dirais que ça c'est la particularité d'être un maître tailleur. Il y a beaucoup de maîtres tailleurs dans le monde? Je crois qu'il y en a quand même quelques-uns, la plupart à Anvers, puisqu'Anvers c'est quand même toujours la capitale du diamant dans le monde. Quelle est la différence entre un maître tailleur et un tailleur tout court? Je crois qu'un tailleur tout court c'est quelqu'un qui exécute, qui taille donc le diamant tel quel. Et le maître tailleur c'est plutôt la personne qui réfléchit à comment on pourrait tailler le diamant. Donc quels angles faut-il utiliser pour quand même obtenir une belle vie qui émane du diamant. Ce qui détermine la beauté du diamant, c'est la taille.
En grande partie, bon, il y a plusieurs éléments qui déterminent, mais la taille est assez prédominante. C'est-à-dire que quand on a les bonnes proportions, on a une réfraction optimale de la lumière par la pierre. Et c'est ça ce qui est important, et je crois que c'est là où ce qui différencie un maître tailleur d'un tailleur, c'est que le maître tailleur étudie les angles à utiliser afin d'obtenir une vie, une réfraction de la lumière optimale. Et le tailleur, il exécute ce que le maître tailleur a décidé à maintenir. Est-ce qu'il y a des maîtres tailleurs thaïlandais? Non, ça n'a pas encore, parce que pour la simple et bonne raison que la Thaïlande n'a pas culture de la taillerie du diamant. C'est-à-dire qu'il y a toujours certaines tailleries de diamants en Thaïlande, mais ça a été créé par, je dirais, du know-how belge principalement. Et puis après, ils ont amené du know-how indien, mais ils n'ont pas vraiment de maître tailleur en Thaïlande. À part la beauté du diamant, qu'est-ce que ce travail t'apporte de plus? Ce métier m'a donné l'opportunité de découvrir, c'est vraiment la multitude des cultures et la beauté des cultures différentes. Comme par mon métier, je suis amené à travailler avec des gens je dirais, de beaucoup de pays. J'ai des clients en Thaïlande, on a taillé des diamants en Russie, on a été à Hong Kong, on a un bureau à New York, on a un bureau en Inde, on a un bureau à Dubaï. Ça a fait en sorte qu'on est obligé de travailler avec des gens de cultures différentes, de backgrounds différents, et ça nous ouvre l'esprit, quelque chose d'incroyable. Est-ce qu'il y a des points culturels qui t'ont dérangé en Thaïlande? Des points culturels qui m'ont dérangé, pas vraiment. Par contre, des points culturels qui ont nécessité une certaine adaptation. C'est-à-dire qu'au début, quand un Thaïlandais n'aime pas quelque chose, il ne va pas me dire non, il ne va pas me répondre. Donc c'est quelque chose qu'il faut sentir. La chose, c'est la discrétion du Thaïlandais. Ils aiment bien rester discrets, ils aiment bien, ils aiment la discrétion, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment respecter si on veut faire des affaires avec eux. Pas vraiment quelque chose de dérangeant, mais c'est quelque chose auquel il faut s'adapter, et je trouve ça aussi assez gai, parce que c'est comme ça qu'on apprend à connaître les gens, qu'on apprend à mieux les lire, qu'on apprend à... Au bout du compte, si on veut faire des affaires, il faut pouvoir lire les gens. Faire des affaires comme ça dans le monde, je trouve que on apprend beaucoup plus au niveau humain qu'au niveau vraiment technique et au niveau affaires tel quel. Parce qu'on se rend compte alors que même avec toutes les techniques de communication qu'on a, les Zoom, les WhatsApp, les téléconférences, l'humain reste un facteur important, et ça je trouve vraiment une des beautés de notre métier. Je vous mets 2 autres vidéos que vous pouvez regarder. Christophe, merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Merci à toi Sabri de m'avoir accordé l'opportunité de partager ça avec toi. Serge, merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Eh bien écoute, tout le plaisir était pour moi, hein. On a passé un très beau moment ici dans ce merveilleux parc de Lumpini. Et puis j'ai un ami de plus en Thaïlande, Sabri, donc ça me fait plaisir aussi d'avoir fait ta rencontre. Ravi de te connaître également. Merci. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.